Derrière Derrière l'objectif. l'objectif. Derrière l'objectif. On a été voir un chef Séléka, demander ce qui s'est passé. Il dit oui, on a fait une opération, on a été tué des terroristes anti-Balaka. Bon, il y avait une femme quand même dans le groupe des trois, donc on lui dit, mais on a entendu dire qu'il y avait aussi une femme. Oui, c'est dommage collatéral. Si je parle justement de la partie où j'ai vraiment couvert la guerre, comme un photojournaliste, je pense que cette image est celle qui a le plus de sens, quoi. Depuis une quinzaine d'années, le photographe William Daniels, lauréat notamment de 2 prix WordPress Photo, documente les zones de crise, de la Centrafrique à la Syrie, en passant par le Bangladesh ou encore la Libye. Dernière actualité en date, le journal Le Monde vient de publier un portfolio d'une trentaine d'images du travail de William Daniels sur le 101e et dernier département français, Mayotte, 10 ans après sa création, avec le soutien de la National Geographic Society. Derrière l'objectif de William Daniels, nous sommes en 2013, en Centrafrique. Je m'appelle William Daniels, je suis photographe depuis une quinzaine d'années à peu près, et je réalise des reportages si possible assez loin et si possible assez longs, sur des thématiques souvent liées à des zones de conflit, à des crises humanitaires, donc beaucoup sur l'humain, depuis quelques années, surtout pour National Geographic. Des scènes de chaos et de violence devenues quotidiennes à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Depuis début décembre, des violences interreligieuses ont fait près d'1 millier de morts dans le pays, d'après l'ONG Amnesty International. À Bangui, près de 210 000 déplacés se sont réfugiés dans des camps et la situation reste extrêmement volatile. Je voulais parler d'un événement qui a eu lieu au tout début de la guerre en Centrafrique que j'ai couverte pendant 3 ans quasiment. Enfin, j'ai fait des allers-retours pendant 3 ans. C'était à mon 2e séjour. J'ai fait un premier séjour déjà où on commençait à sentir le début d'un conflit pas vraiment religieux, même si ce sont des groupes qui sont affiliés à des religions, mais plus une sorte de conflit ethnique qui commençait à se préparer. On sentait quelque chose. Et puis le 5 décembre, il y a eu une attaque assez énorme de la ville de Bangui, et il y aurait eu à peu près 1 millier de morts, et je voulais parler un peu de cet événement où on était quelques journalistes à couvrir ça, parce que c'était assez traumatisant, parce que ça raconte aussi pourquoi j'ai décidé dans les années qui viennent de continuer à travailler sur ce pays, et puis parce que j'espère que je reverrai pas un événement comme ça, parce que c'était quelque chose d'assez énorme, quoi, assez incroyable, quoi. On est fin 2013, ça fait déjà quelques mois, depuis le mois de mars, que le pays a été repris par... il y a eu un coup d'État par un groupe issu du Nord qui s'appelle la Séléka, qui est plutôt musulman, qui a pris le pouvoir en cédant énormément de miliciens qui ont fait beaucoup de conneries derrière, qui pendant des mois et des mois ont continué à piller, à violer, à tuer, etc. Et pendant 9 mois, crée du coup une espèce de réaction de la population contre ce groupe, qui est donc plutôt musulman et qui s'attaque plutôt aux chrétiens. La Centrafrique, il y a des chrétiens et des musulmans qui vivent ensemble depuis très longtemps. Il y a beaucoup plus de chrétiens que de musulmans, mais ça n'a jamais été un très très gros problème. Mais là, d'un seul coup, ça devient un problème dans ce pays. Donc cette population chrétienne qui, pendant 9 mois, subit la violence de la Séléka, commence à se réorganiser en groupes d'autodéfense appelés les anti-Balaka, qui sont des miliciens, pour beaucoup des jeunes, des fermiers, qui n'ont rien, qui n'ont pas vraiment d'armes à part des machettes. Quelques-uns ont des fusils de chasse, qui sont des fusils, quand on tire dans une direction, la balle, elle part complètement à côté. Nos villages ne vivent plus en paix, nos femmes et filles sont violées, ils nous ont tout pris, on n'a plus rien à manger, pas d'eau potable. Nous vivons dans la brousse comme des animaux, nous souffrons sur notre propre terre et nous sommes révoltés. On combat les éléments de la Séléka, on veut le retour de l'ancien président. Ils commencent de plus en plus à s'organiser, on entend dire qu'il y a des groupes, qu'il y a des choses qui se préparent, qu'il y aura peut-être même un camp d'entraînement de miliciens anti-Balaka en dehors à quelques heures de marche de Bangui.
Et avec mon ami Camille Lepage, une jeune photographe que j'ai rencontrée là-bas, on est devenus très amis, on a travaillé pas mal ensemble. On décide d'essayer de se rendre dans ce camp. Et un jour, on nous dit, bon, c'est bon, on va partir demain, c'est 6 heures de marche. Vous pouvez passer une nuit sur place. Et puis voilà. Qui te dit ça? Des contacts qu'on a qui sont liés avec cette espèce de résistance, eux ils se considèrent un peu comme ça, de résistance du mouvement anti-Balaka contre la Séléka, contre le milice qui a pris le pouvoir à Bangui 9 mois plus tôt. Et on part tôt un matin. Et on monte dans la montagne, on marche, et puis finalement, au bout d'une heure, on tombe sur un groupe d'une vingtaine de miliciens anti-Balaka qui sont armés. Alors, ils ont quelques fusils, mais très peu, des machettes surtout. Et ils sont tous assez incroyables parce qu'ils se déguisent beaucoup, les anti-Balaka. Donc, il y en a un, par exemple, qui a des lunettes de soleil, il n'y a plus qu'un seul verre. Ils se mettent des choses dans les cheveux. Des fois, ils ont des petits gris-gris sur le torse, qui leur donnent des pouvoirs magiques comme de disparaître, de voler, des choses comme ça. Et donc c'est assez impressionnant de les croiser comme ça, presque par hasard, on s'y attendait pas, on croyait qu'on allait marcher 6 heures. Et là on commence à discuter avec eux et en fait on comprend qu'ils sont là pour nous attendre. Donc on leur dit, super, vous nous accompagnez jusqu'au camp. Non, pas du tout, vous pouvez pas aller au camp. On comprend pas, ça fait une semaine qu'on organise cette visite, nous c'est embêtant. Non, mais vous pouvez pas, on voulait déjà venir vous voir. On pourra faire ça plus tard, dans quelques jours, faites une interview et quelques photos et vous pourrez faire ça peut-être plus tard. Je dis mince, on rouspète un peu et puis de toute façon on se dit on n'a pas vraiment le choix de toute façon, donc ok. Et on fait quelques photos, on discute un petit peu et en discutant il y en a un peu, peut-être un peu moins fin que les autres, qui nous dit comme ça, on va attaquer Bangui. Vous lui dites, regarde, vous allez attaquer la ville de Bangui, mais vous allez vous faire massacrer, c'est pas possible. La ville de Bangui donc, a été reprise par Séléka 9 mois plus tôt, mais ils ont en plus depuis repris toute l'armée de Centrafrique. Donc ils ont récupéré des vraies armes, des véhicules, ce que eux n'ont pas du tout. Donc on se dit, c'est n'importe quoi, ils peuvent pas attaquer Bangui, ils sont pas aussi naïfs à ce point. Et quand il nous dit ça, en fait, il se fait engueuler par un autre qui lui met une petite tarte. Non, l'écoutez pas, il lui dit n'importe quoi. Et on se regarde avec Camille, on se dit, mais non, ils peuvent pas attaquer Bangui, c'est des bêtises, il dit n'importe quoi. Bon, on fait nos petites photos, notre petite interview, etc. Et puis on est obligé de repartir, donc on revient à Bangui et on se dit tant pis, ça n'a pas marché pour l'instant, mais bon, au moins je pense que là, maintenant on les connaît bien, on devrait réussir à faire notre visite dans quelques jours dans ce camp d'entraînement qui serait à 6 heures de marche d'ici. Et puis voilà, la journée est un peu faite, on se dit qu'est-ce qu'on va faire les prochains jours, tant pis, on va se coucher. À ce moment-là, on logeait tous les deux dans un appartement à Bangui. Et puis, à 5 heures du mat, ou 6 heures du mat, après, Camille se réveille en furie, elle vient me voir. Ah là, William, on n'arrête pas d'essayer de me joindre. Depuis tout à l'heure, mon téléphone n'arrête pas de sonner, j'ai raté les appels, mince. Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à joindre les numéros qu'on essaie de l'appeler, on voit des SMS. Des contacts à elle lui disent qu'ils ont effectivement attaqué Bangui. Branle-bas de combat dès l'aube en plein cœur de Bangui. La brume du fleuve n'est pas encore levée et au loin on entend des tirs de mortier. Des dizaines de véhicules chargés d'hommes armés de lance-roquettes convergent vers le palais présidentiel. À leur tête, un général, nerveux. C'est pas le moment. Non, c'est juste c'est pour pas savoir le moment. C'est pas le moment. Je vous appelle ça, c'est le moment de danse. Il est 6 heures du matin, là, à peu près, Donc le jour est déjà levé, mais la ville est complètement vide. Normalement, il y a déjà un peu d'activité à 6 heures du matin en Afrique. Là, c'est désert. Et puis, il va se passer un bon moment avant qu'on décide de sortir parce que les infos sont pas très claires. On ne sait pas si c'est dangereux ou pas pour nous. Finalement, on va se rendre dans le quartier musulman de PK5 où on a entendu dire qu'il y avait des morts qui allaient être enterrés, qui étaient à la mosquée. Donc on arrive, effectivement, il y a une trentaine de morts. Là, ils nous disent, oui, on nous a attaqués, on nous a pris pour cible, etc. Ok, on fait des images, les gens sont un peu énervés contre nous. Heureusement, on est un peu encadré par certains de nos contacts. Et puis plus ça va, plus les 2 jours qui suivent, en fait, on réalise qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces anti-Balaka ont vraiment attaqué. Ils étaient plusieurs milliers, sans armes, sans rien, et qui se sont fait complètement massacrer. Donc effectivement, on a commencé par photographier les morts musulmans, mais il y en avait très peu.
Après, on a commencé à pouvoir se déplacer, on a récupéré une voiture, on a commencé à pouvoir se déplacer à plusieurs journalistes. Et à chaque fois qu'on est dans les quartiers, on tombait sur des morts en pagaille. Et c'était tous ces miliciens anti-Balaka. Il y avait des corps un peu partout. Il y en avait qui étaient tombés des arbres, parce que j'imagine qu'ils étaient cachés dans des arbres. Il y en avait qui avaient rampé. Et il y avait aussi des civils. On a vu des femmes, des enfants. Et tous les jours, on voyait de plus en plus de morts. Et tous les jours, on allait à la morgue. Il y avait de plus en plus de morts, jusqu'à ce qu'à la fin, il y ait carrément toute la cour de la morgue qui était pleine de corps. Je me souviens plus des chiffres, mais c'était plusieurs centaines de corps à la morgue de Bangui. Pas les uns sur les autres, mais presque. Je me souviendrai toute ma vie, je crois, il y avait un corps, c'était une femme enceinte. Alors j'espère que c'était une balle perdue et qu'elle n'a pas été visée délibérément, mais une femme enceinte, très enceinte. Et voilà, il y a eu donc 3 jours comme ça qui ont été assez intenses, on s'y attendait pas, enfin personne s'y attendait à cette attaque, c'est assez incroyable. Vu l'urgence, j'ai décidé d'agir immédiatement, c'est-à-dire dès ce soir, en coordination avec les Africains et avec le soutien des partenaires européens. Après ce massacre, l'armée française est intervenue, ce qui était une bonne chose, trop tard, il aurait fallu que ce soit plus tôt je pense, mais est intervenue pour calmer la Séléka et peut-être essayer de la virer du pouvoir, quoi. Sauf que du coup, ça a fait que toute la population chrétienne excédée, triste et meurtrie par ce massacre, et puis aussi les 9 mois précédents de problèmes de violence, a commencé à vouloir se venger contre la communauté civile musulmane, qui était moins protégée parce qu'il y avait l'armée française qui essayait de bloquer un peu la Séléka. Donc du coup, ce qui a été très mal calculé par l'armée française, mais alors vraiment très 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 mal, c'est une erreur énorme je pense, c'est que du coup, très rapidement, il y a eu un début de génocide contre les musulmans, quoi. Et a commencé, dans l'autre sens, des massacres contre les musulmans. Alors peut-être pas autant de monde d'un seul coup que l'attaque du 5 décembre, mais des choses affreuses. Et ça a duré pendant des années derrière, quoi. Il y a eu un vrai nettoyage ethnique, hein. Tout l'ouest du pays, il y avait quasiment plus de musulmans. Donc ce que j'ai couvert aussi pendant les 6 mois, même les 1 an derrière, j'ai couvert surtout ça, quoi. Et donc on est en pleine dans cette période comme ça où le pays est plus ou moins coupé en deux. Et il y a un moment où je me retrouve sur cette espèce, alors c'est pas une frontière, mais en tout cas toute cette espèce de partie au milieu du pays qui est pas claire, où ça se bagarre beaucoup. À droite, à l'est de cette ligne, on est plutôt en pays musulman et Séléka, et à l'ouest, on est plutôt en zone chrétienne anti-Balaka. Et donc toute cette zone au milieu, il y a plein de combats, ça bouge beaucoup, des déplacés, etc. Et à un moment, on se retrouve coincé par la pluie avec 2 autres journalistes. On est un peu dans ce coin-là. Et on se retrouve vraiment à un moment où on voit la naissance d'un camp de réfugiés, quoi. Enfin, d'un camp de déplacés en l'occurrence. Parce qu'il y a des combats, les gens prennent peur, ils vont tous à l'école, c'est souvent ce qui se passe. Les gens vont tous à l'église ou tous à l'école pour essayer de se protéger. Là, en l'occurrence, l'église est à l'école, ils sont juste à côté d'ailleurs. On est dans une petite ville qui s'appelle Grimari. Et on sait qu'il y a des bagarres un peu dans la jungle autour, que les anti-Balaka sont pas loin, il y a les Séléka. Et un jour, je suis en train de faire des photos, les premiers jours, je suis en train de faire des photos dans cette école où il y a tous ces gens qui sont déplacés, donc plusieurs milliers de gens, en plus il pleut et tout, qui sont là à attendre, comme ça, ils veulent pas sortir de l'école, ils veulent pas retourner chez eux parce qu'ils ont peur des combats. Et puis là, on voit une voiture de Séléka passer dans la cour, comme ça. Je vois les gens qui sont hyper inquiets, qui commencent à dire des choses. Et les Séléka, très armés et tout, font que traverser la cour avec leur 4x4 comme ça et ils partent. Et là, il y a quelqu'un qui dit, ils sont allés tuer des gens là-bas, il faut que vous alliez voir, il faut que vous alliez faire des photos. J'avais un super chauffeur à ce moment-là qui était génial, il s'appelait Roger, un grand, assez courageux. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Il me fait, vas-y, on va voir vite fait. T'es sûr? Ouais, c'est bon, t'inquiète pas, ils sont partis, c'est pas loin, on va voir vite fait. On roule pas longtemps, 10 minutes, et on arrive dans un village où il y a une scène assez incroyable. Il y a une hutte qui brûle, il y a 2 corps par terre, et des gens qui pleurent. Et puis je m'aperçois qu'il y a un 3e corps, qui est une femme.
Et les gens pleurent et je fais quelques images et puis là mon chauffeur me dit maintenant faut qu'on y aille parce que là si on retombe sur eux ça va pas être bon pour nous. J'ai à peine le temps de poser 2-3 questions, on me dit oui ils sont arrivés, ils ont tué, ils ont tiré, etc. Et je fais quelques images, on repart, on est un peu stressé, de peur quand même de tomber nez à nez avec ces Séléka qui pourraient revenir. Et heureusement ça se passe pas, je me souviens que j'ai fumé pas mal de clopes sur ces 10 minutes de trajet. En fait, ce qui s'est passé, ce qu'on a compris après, parce qu'après, on a été quand même interviewé avec les autres journalistes, sans dire que j'avais fait des photos, mais en disant qu'on avait entendu dire qu'il y avait des gens qui étaient morts dans ce village. On a été voir un chef Séléka, lui demandé ce qui s'est passé. Il dit oui, on a fait une opération, on a été tué des terroristes anti-Balaka. Bon, il y avait une femme quand même dans le groupe des 3, donc on lui dit, mais on a entendu dire qu'il y avait aussi une femme. Oui, c'est dommage collatéral. Voilà, et cette image, elle est restée assez forte, elle a été imprimée d'ailleurs aux États-Unis. Si je parle justement de la partie où j'ai vraiment couvert la guerre, comme un photojournaliste, je pense que cette image est celle qui a le plus de sens, quoi. Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.